Cette série, Les usages du théâtre, nous permet de visiter quelques-uns des plus beaux théâtres de la Grèce ancienne. Après avoir visité le théâtre de Dionysos à Athènes, je vous emmène aujourd'hui pour notre deuxième promenade à Épidore. Épidore qui est une localité située en Argolide, dans un lieu assez éloigné de la mer, à l'intérieur, dans les montagnes, où l'on trouve le plus beau de tous les théâtres, le plus célèbre de tous les théâtres grecs antiques. Et à Épidore, nous pourrons, après avoir réfléchi à ce qu'est l'esprit du spectacle à Athènes, nous pourrons à Épidore essayer de comprendre ce qu'était le spectacle concret. Le site d'Épidore est réputé pour son théâtre, le plus beau des théâtres que nous ait légué l'Antiquité grecque, le plus beau des théâtres et en même temps le mieux conservé de tous les théâtres. Le théâtre est magnifiquement conservé, il a été un petit peu restauré, certainement. Il y a quelques parties ici sur les ailes qu'on n'utilise pas aujourd'hui, mais la quasi-totalité des places est utilisable pour le festival d'Épidore, qui se déroule chaque année entre la mi-juin et la mi-août, le vendredi et le samedi. Un théâtre donc tout à fait remarquable, remarquable par, ses proportions, entre le nombre des, rangées de gradins de la première partie et le nombre total des rangées de gradins, entre, les différentes mesures qu'on peut prendre et comparer les unes aux autres. On voit très souvent apparaître la proportion de 1 plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire 1,61, c'est-à-dire le nombre d'or. C'est un théâtre qui a été construit probablement, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Autrefois, on disait on a posé la dernière pierre du théâtre le jour de la mort d'Alexandre en 323. Bon, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Il est probable que le théâtre a été construit au début du IIIe siècle et qu'il a été agrandi à la fin du IIIe siècle. On voit très nettement qu'il y a deux zones, hein, deux parties qui sont délimitées par cette césure, ce petit couloir qu'on appelle un diasoma. Donc la deuxième partie construite à la fin du IIIe siècle sur les plans originaux, c'est-à-dire avec l'inclinaison, les angles qui avaient été choisis au départ. L'inclinaison des gradins est de 26 degrés et demi, et c'est la condition de l'acoustique. On a calculé que 30 degrés, ça aurait été encore mieux pour l'acoustique, mais 30 degrés, cela aurait donné à la pente pour les escaliers un caractère beaucoup trop raide et beaucoup trop dangereux pour les spectateurs. Donc un théâtre de grande taille, un théâtre bien conservé, un théâtre en bon état, le théâtre d'Épidore, qui est situé, comme on voit, dans une région très peu peuplée, dans une zone très peu peuplée, et qui est situé à proximité du sanctuaire d'Épidore, du sanctuaire d'Asclépios à Épidore. Alors le dieu Asclépios, c'est le dieu guérisseur. Les pèlerins qui viennent à Épidore viennent consulter le dieu guérisseur, ils viennent lui demander la guérison pour leur maladie, d'où les bâtiments qui ont été construits sur le site. Il y a un bâtiment qui est ici, de forme circulaire, dont on ne comprend pas bien quelle était la fonction. Mais certainement, le bâtiment rectangulaire qui est là, lui, est parfaitement identifiable. C'est le lieu, c'est le portique des incubations, c'est le lieu où les pèlerins, les malades, venaient s'allonger la nuit afin de dormir dans le portique des incubations et afin d'être visités en rêve par le Dieu. Le Dieu venait les guérir, venait les visiter et les guérir de cette façon. Donc, de nombreux pèlerins venaient, il fallait attendre qu'il y ait de la place, d'où l'existence dans le site d'autres bâtiments, disons des auberges pour accueillir les pèlerins avant et après leur nuit dans le portique des incubations. Et naturellement, les malades guérissaient. Il en va du sanctuaire d'Asclépios comme du sanctuaire de d'Apollon à Delphes ou de Zeus à Dodone. C'est-à-dire que il faut penser que les malades guérissaient, de même qu'il faut penser que les pèlerins venant consulter les oracles recevaient une réponse aux questions qu'ils posaient. Autrement, ces sanctuaires n'auraient pas duré des siècles comme ils l'ont fait. Donc, un sanctuaire pour le dieu guérisseur Asclépios. Un sanctuaire où l'on venait consulter le dieu et guérir. Pour tout cela, on n'a pas besoin de théâtre.
Et le théâtre, comme on le voit, n'est pas situé dans le sanctuaire, il est situé à côté du sanctuaire. À Delphes, on verra, le sanctuaire contient un théâtre, mais là, vraiment, le théâtre est tout à fait à côté. C'est le théâtre du sanctuaire, mais son existence n'est pas indispensable pour le fonctionnement du sanctuaire d'Asclépios. Alors dira-t-on, eh bien c'est parce qu'il y a une cité à côté du sanctuaire et que le théâtre du sanctuaire est en même temps le théâtre de la cité. Ce très beau théâtre, ce très grand théâtre, est en même temps le théâtre de la cité d'Épidore. Alors il y a en effet une cité d'Épidore antique et qui existe aujourd'hui. Son nom dans la Grèce d'aujourd'hui, c'est Palais Epidavros, donc l'ancienne Épidore. Le site archéologique porte ce nom, Achéa Epidavros, donc le site archéologique d'Épidore. Et donc la cité d'Épidore était située au bord de la mer. Elle a une histoire que l'on connaît, on connaît les grandes étapes de cette histoire. Elle était l'adversaire d'Argos, elle a été l'alliée de Sparte durant la guerre du Péloponnèse au IVe siècle, elle a été l'alliée de Thèbes. Enfin, il y a toute une série d'étapes de l'histoire d'Épidore que l'on connaît. La cité d'Épidore correspond tout à fait au à la définition générale de la cité antique, une communauté d'hommes et de femmes ayant pris le parti de vivre en commun autour d'un certain nombre de valeurs et qui entend que ça se sache, c'est-à-dire qui bat monnaie. La monnaie a cette fonction, faire parvenir jusque là où circule la monnaie l'information que la cité d'Épidore existe, puisque c'est écrit sur la pièce. Et bien entendu, dans une cité, il y a la nécessité de se rassembler pour organiser telle ou telle festivité, pour discuter, pour concrétiser en quelque sorte l'existence de la communauté. Il y a donc un théâtre à Épidore, il y a un petit théâtre au bord de la mer pour la petite cité qui était Épidore. Ce théâtre de la cité d'Épidore n'est pas le théâtre du sanctuaire. Le théâtre du sanctuaire existe, est construit à côté du sanctuaire, mais il n'est pas le théâtre de la cité. Alors évidemment, ce plus beau des théâtres, ce plus célèbre peut-être des théâtres grecs, quelle était sa fonction? C'est très difficile de le dire. On va essayer quand même de raisonner sur ce théâtre. Et d'abord, on va faire de ce théâtre un lieu. C'est l'occasion d'examiner la topographie, la géographie, si l'on peut dire, du théâtre. Donc, dans le théâtre, voilà sous un autre angle, avec un autre éclairage, à une autre saison, hein, ce qui explique la variation de couleurs et de végétation aussi. Dans ce théâtre, on distingue très clairement un premier lieu qui est là, qui a une forme grosso modo circulaire, et qu'on appelle l'orchestra. L'orchestra, c'est le lieu où se situe, où évolue le chœur. Orchestra, en grec, ça signifie le lieu où l'on danse, parce que le chœur chante, le chœur danse éventuellement. Et puis, il y a un autre lieu, c'est l'ensemble des gradins, de forme demi-circulaire, avec pour centre commun avec l'orchestra un point précis qui est matérialisé parfois par une pierre. C'est pas du tout un autel pour un dieu, hein, c'est simplement la matérialisation du centre de tous les cercles que constitue le théâtre. Ces gradins, donc, qui forment un espace que l'on appelle le théâtre au sens propre, théatron, le lieu d'où l'on peut voir ce qui se passe, le lieu d'où l'on regarde. Et il y a ici, bien sûr c'est en ruine, donc c'est un petit peu difficile à interpréter, j'en prends un dessin, qui n'est pas exactement un dessin d'interprétation, parce que l'auteur du dessin a situé l'ensemble au bord de la mer. Or, ce n'est pas le cas, le théâtre dont nous parlons n'est pas situé au bord de la mer, mais néanmoins, il y a donc cette structure qui est là, qui est composée d'un bâtiment avec un espace devant le bâtiment. Ce bâtiment, c'est le bâtiment qui porte le nom de skène. Skène, c'est ce qui a donné notre mot scène, mais dans notre langue d'aujourd'hui, la scène a un sens un petit peu différent. C'est un bâtiment que skène. Un bâtiment qui servait au départ de coulisses, on pourrait dire, là où se préparaient les acteurs, là où on rangeait le matériel nécessaire. Et puis l'idée est venue que les parois de ce bâtiment pouvaient servir pour y accrocher des toiles peintes simulant des décors. Il peut y avoir une porte dans la paroi du bâtiment, ce qui évoque la possibilité de passer dans un autre espace que l'espace constitué par le théâtre. Ça peut être important pour la mise en scène. Donc, un bâtiment. Sur le toit de ce bâtiment, il peut y avoir un lieu où les dieux vont apparaître. On les hissera avec une machine. Les dieux vont apparaître et pouvoir parler éventuellement. Le lieu d'où parlent les dieux, théologion. Et puis, il y a un espace devant le bâtiment, devant la skène, proskenion. C'est là que se trouveront les acteurs qui vont
dialoguer avec le chœur, qui vont dialoguer entre eux, des acteurs qui seront donc situés dans une position légèrement surélevée par rapport à l'orchestra. Ici, le dessinateur a exagéré la hauteur, hein, quelques dizaines de centimètres, ou très peu de dizaines de centimètres, mais une petite différence quand même entre le proscenium et l'orchestra. Et le tout étant accessible par cet espace qui est là, qu'on voit ici, monumentalisé, qui est la parodos, l'entrée sur l'orchestra. Donc on voit très bien la géographie du théâtre. Il y a le théâtre où se situent les spectateurs qui regardent, il y a l'orchestra où évoluent les membres du chœur, et puis il y a le proscenium sur lequel se situent les protagonistes qui vont donc parler. Et comme je l'ai expliqué dans la promenade à Athènes, le chœur s'exprime dans une langue dont la forme est très lyrique, et les protagonistes parlent une langue qui est assez proche de la langue que parlent les spectateurs en temps ordinaire, ce qui facilite l'identification. Voilà donc organiser l'espace théâtral, le lieu théâtre en quelque sorte. Et dans ce lieu théâtre, il y a donc les gradins, vous voyez ici, les gradins antiques. Alors parfois restaurés, ici on a pu changer une pierre éventuellement, mais un théâtre qui à Épidore est assez bien conservé. Euh, bon, si l'on assiste au Festival d'Épidore, ce qui est une expérience à faire si on le peut, il faut comprendre que l'on est assis une heure ou deux ou plus sur une pierre, même antique, c'est quand même une pierre dure, hein, et, enfin dure au sens, au sens tout à fait concret, et donc il n'est pas inutile d'utiliser un coussin. On peut trouver des coussins à louer sur place, mais on peut aussi venir avec son coussin si on veut. Et donc, dans ce théâtre vont évoluer les acteurs qui seront soit les membres du chœur, soit les protagonistes. Alors évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir une sorte de machine à remonter le temps et de pouvoir assister à une représentation théâtrale dans l'Antiquité. Comme on le sait, c'est complètement impossible, bien sûr. Et ce que l'on voit là, c'est évidemment une photographie actuelle d'une mise en scène à Épidore. Donc on voit très bien l'orchestra sur laquelle il y a les membres du chœur, et puis il y a eh bien, le proskénion où se situent les acteurs, et éventuellement ici un théologion d'où on peut éventuellement haranguer, si l'on est Dieu, haranguer les acteurs. Alors, on n'a pas de photo, bien sûr, on n'a pas de télévision, de cinéma hein, pour l'Antiquité, mais on a des vases. Que faut-il penser des scènes peintes sur les vases et représentant des acteurs on a parfois dit que voilà, il s'agissait d'une sorte d'évocation précise, directe des costumes, des masques, des acteurs, de la représentation en train de se faire, en train de se préparer. Et sur ce vase du peintre de Pronomos, cratère à figure rouge, on aurait donc la préparation d'une représentation d'un drame satirique, pas d'une tragédie. C'est difficile de raisonner comme ça, surtout si on ne raisonne que sur un seul vase, hein. Il faut considérer les vases dans des séries. Mais c'est quand même difficile de raisonner comme cela, parce que la scène qui est peinte par un artiste ou par un artisan qui peint quoi? Qui peint ce qu'il voit? Ou qui peint ce qu'il imagine? Qui peint ce qu'il rêve? Est-ce que c'est la fantaisie du peintre ou est-ce que c'est vraiment une observation réaliste de la représentation que nous pouvons voir sur le vase? Le vase qui n'a pas forcément été réalisé à Athènes, qui peut avoir été réalisé en Italie du Sud, par exemple. Et puis, d'autre part, le vase est réalisé par le peintre et par le potier, puis il est ensuite vendu. Il a peut-être même été commandé par l'acquéreur. Ce que l'on voit sur le flanc du vase, n'est-ce pas la commande que l'acquéreur a passée? Et cette commande, ce vœu de l'acquéreur, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est son imagination? Donc, quel crédit faut-il accorder aux images peintes sur les vases? Il faut se méfier de ce que l'on voit et ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Néanmoins, il y a ces images, on peut quand même les regarder. Et on peut regarder et essayer de tirer quelques enseignements, disons, avec prudence. Je prendrai l'exemple donc de ces deux personnages qui sont présentés sur ce cratère du peintre de Pronomos. Pronomos, c'est le personnage qui est là. C'est un célèbre joueur d'olos de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'olos étant cet instrument à hanches
donc plutôt un genre de hautbois qu'un genre de flûte, et à deux tubes, en tout cas, que l'on joue simultanément. Pronomos, c'est le plus célèbre des aulettes de la fin du 5e siècle. C'est un interprète, c'est un compositeur sans doute, c'est un professeur de musique. Il passe pour avoir donné des cours de l'os à Alcibiade, ce qui est surprenant pour un membre d'une bonne famille d'Athènes. Les membres des bonnes familles d'Athènes, quand ils jouent de la musique, parce qu'ils en jouent, jouent de la lyre, ils ne jouent pas de l'olos. Il faut être Alcibiade pour l'original qui était Alcibiade, pour jouer l'olos. En tout cas, sur ce vase, on voit clairement deux acteurs qui sont là. Il s'agit de la préparation d'un drame satirique. Donc, on voit un personnage qui va jouer le rôle d'un satyre, qui est donc couvert d'un vêtement en poil de chèvre, parce que les satyres voilà, portent des vêtements en poil de chèvre, et l'autre personnage porte une massue, il n'est pas vêtu de la même façon, c'est probablement Héraclès. Donc, première constatation qu'on peut faire, et là, on n'est pas trop imprudent en disant cela, les acteurs dans le théâtre portent des costumes. Des costumes qui ne sont pas forcément les mêmes pour les drames satiriques, pour les tragédies, pour les comédies, mais des costumes qui dissimulent la matérialité du corps de l'acteur de façon à rendre plus crédible l'incarnation du personnage. Sur un théâtre, sur le Proscenium, il y a trois acteurs, trois personnes, guère plus, bon, plus pour l'orchestre, mais trois personnes, quatre éventuellement, mais pas plus. Or, il peut y avoir plus de personnages à interpréter. Donc, cela n'est pas possible. Si les spectateurs reconnaissent tel et tel acteur, il faut absolument un costume pour rendre crédible la représentation. Et les acteurs, d'autre part, portent un masque. On voit sur cette image que nos deux personnages contemplent, enfin l'un d'entre eux tout au moins, contemple le masque qu'il va fixer sur son visage. On a conservé des exemples de masques antiques en terre cuite ou en métal, de petite taille d'ailleurs, plus petite que nature. Il ne faut pas s'imaginer que le masque est en terre cuite. Imaginez le poids d'un masque en terre cuite, ce serait évidemment tout à fait inconfortable. Non, le masque est plus probablement en bois ou en osier, en cuir, en cire éventuellement, un mélange de tout ça probablement. Et à quoi sert le masque? Les Romains disaient, le masque, c'est persona, ce qui aide à sonner, ce qui porte la voix. Nous savons, nous qui utilisons maintenant des masques de temps à autre, que le masque assourdit la voix, il ne la porte pas, il ne l'amplifie pas. Hein. Pour amplifier la voix, il faut un amplificateur. À Épidore, on n'a pas besoin d'amplifier la voix, l'acoustique est parfaite. On entend très bien le moindre chuchotement prononcé sur l'orchestre, on l'entend au dernier rang, au 55e rang, tout là-haut. Donc, c'est inutile d'amplifier la voix. En revanche, si on est loin du proscenium ou de l'orchestra, on ne voit pas les traits du visage. Et donc, le masque a cette fonction, faciliter l'identification du personnage. Le masque a des caractéristiques bien précises, il incarne quelques caractéristiques de telle ou telle catégorie de personnages. On a conservé un texte du IIe siècle après Jésus-Christ qui nous décrit 76 catégories de masques différents. Donc, le spectateur situé le plus loin de la scène peut repérer quand même le personnage qui est incarné par l'acteur grâce au masque. Il l'entend très bien et il peut le voir très bien grâce au masque. Alors, un spectacle à Épidore, cela se présente comment? Un spectacle dans un théâtre antique, cela se présente comment? Je n'ai pas la possibilité de vous montrer un reportage pris sur le vif, bien entendu, je vais vous montrer des représentations qui ont été faites dans le monde contemporain, bien sûr, et je vous montrerai un extrait d'une tragédie et deux extraits de comédie. Commençons par une tragédie. J'ai choisi de parler de la tragédie des Perses d'Échille, dont on a étudié dans la promenade à Athènes le parcours du manuscrit au fil du temps. Il y a un exemple de mise en scène célèbre des Perses par Jean Prat à la télévision en 1961. C'est une référence. C'est peut-être un cas extraordinaire, mais c'est une référence. Et donc, cette représentation a été diffusée le 31 octobre 1961 à la télévision. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne à la télévision française. Et les spectateurs, les téléspectateurs ont été invités à admirer les Perses. À l'époque, il y a un petit peu moins de la moitié de la population française qui possède un téléviseur. Mais néanmoins, le nombre des téléspectateurs a été suffisamment important pour que l'on ait pu dire ce jour-là, enfin le lendemain, que le nombre des hommes ayant vu la pièce d'Échille depuis l'Antiquité, le 31 octobre 1961, ce nombre avait été multiplié par 2. Et donc, c'est une représentation que je vais vous montrer dans la mise en scène de Jean Prat.
Jean Prat est à la fois le metteur en scène, il a traduit le texte, enfin, il a adapté le texte, et puis avec toute son équipe, il a pu réaliser ses costumes, ses masques, inspirés des images que l'on peut voir en Perse. Et les décors sont eux aussi inspirés du palais de Persépolis. Alors, qu'est-ce que c'est que les Perses? Donc, une pièce, la plus ancienne pièce de théâtre conservée, c'est une tragédie donnée à Athènes au Grand Dionysie en 472 avant Jésus-Christ, 8 ans seulement après la bataille de Salamine. Et les Perses racontent la bataille de Salamine. Elle raconte, cette pièce, surtout, la défaite perse, ce qui met en valeur, évidemment, la victoire athénienne. Donc la scène est à Suse, l'une des capitales du royaume perse, et l'armée est partie vers l'ouest, et on n'a pas de nouvelles. Donc il ne se passe rien, on attend des nouvelles. Et puis, au bout d'un moment, un messager arrive qui vient raconter la bataille, c'est-à-dire raconter la défaite. Et donc, au bout d'un autre moment, c'est le roi Xerxès lui-même qui arrive et on se lamente, c'est la fin de la pièce, on se lamente sur l'effondrement, sur la chute de l'Empire. Alors, c'est une pièce extrêmement intéressante, la seule pièce à sujet historique qui a été conservée. C'est une pièce dont je dirais, l'acuité de l'analyse politique n'est peut-être pas très bonne, parce que la défaite de Salamine pour les Perses n'est pas du tout la fin de l'Empire achéménide. L'Empire achéménide, c'est la grande puissance de l'époque. Il faudra attendre 150 ans pour qu'Alexandre mette un terme à l'Empire achéménide. Mais néanmoins, vu d'Athènes, évidemment, c'est un moment tout à fait considérable. Et donc, je vais vous montrer deux morceaux, deux extraits de cette mise en scène. L'une, au début, le chœur s'inquiète, on n'a pas de nouvelles, on attend des nouvelles, on s'angoisse. Et puis le deuxième extrait, à la fin, où le roi arrive et où c'est la lamentation générale. Voilà, donc ce qui est intéressant, évidemment, dans ces images que nous avons vues, c'est qu'elles sont anciennes pour nous, mais pas au point d'être antiques. Euh, Elles nous donnent un aspect possible d'une tragédie antique, avec toutes les réserves qu'il faut apporter, bien entendu. On parle le français et pas le grec. La musique que l'on entend, c'est une musique moderne de Jean Prodromides et pas bien sûr la musique qu'Eschyle avait composée. Mais tout de même, c'est quelque chose de relativement crédible dans la mesure où on voit bien les costumes, on voit bien les masques, on voit la langue, on entend la langue que parle le chœur, que chante le chœur, on voit les évolutions sur l'orchestral, les danses en fait du chœur, on voit les protagonistes, le protagoniste, ici il n'y en a qu'un, c'est le roi, et donc c'est une évocation assez convenable de ce que pouvait être, avec toutes les réserves possibles, de ce que pouvait être donc une tragédie antique. Si l'on passe à un deuxième exemple de mise en scène, là je prendrai des exemples dans la comédie. Alors pour la comédie ancienne, c'est très simple, nous n'avons que des pièces d'Aristophane. Nous savons qu'il y avait d'autres auteurs de comédie, mais nous n'avons rien conservé des autres auteurs qui ne sont pour nous que des noms pour la comédie ancienne. Et pour la comédie nouvelle, au IVe siècle, il y a là aussi plusieurs auteurs, mais notamment Ménandre. Et pendant très longtemps, nous n'avions rien de Ménandre, quelques fragments épars. Et la papyrologie du XXe siècle a réussi à faire émerger plusieurs pièces de Ménandre quasiment dans le texte complet. Le problème, c'est qu'on ne met pas souvent en scène les comédies de Ménandre, et donc nous en resterons à Aristophane. Alors, deux extraits montrant des comédies d'Aristophane, deux extraits que j'ai moi-même filmés avec un appareil photo, avec les techniques de 2006 par exemple, un appareil photo contenant un micro intérieur. Donc pas du tout un équipement satisfaisant, c'est tout à fait artisanal, mais cela permet de voir bon, ce que l'appareil photo est capable de voir, cela permet d'entendre ce que le micro, tout sommaire qu'il soit, peut entendre. Et donc, cela donne une idée assez claire, je pense, de l'acoustique excellente du théâtre d'Épidore. Donc, un extrait des Thesmophories. Les Thesmophories sont une pièce d'Aristophane, donc une des dernières pièces d'Aristophane. Thesmophorie, c'est le nom d'une fête du calendrier religieux à Athènes, et c'est le nom de la comédie d'Aristophane. Les Thesmophories sont une fête réservée aux femmes mariées. Les femmes mariées qui préparent la fête, qui célèbrent la fête de Déméter, de Perséphone, et donc une cérémonie réservée aux femmes mariées.
Et donc l'argument de la pièce est le suivant. Il y a d'une part un thème qu'affectionne Aristophane, c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire ce sont les femmes qui interviennent alors que normalement elles ne sortent pas du gynécée, donc le monde à l'envers, c'est très courant chez Aristophane. Puis un autre thème qui est très courant chez Aristophane, ce sont les moqueries adressées à Euripide. Euripide, c'est un auteur de tragédie, et c'est là, on peut dire, la tête de turc d'Aristophane. On se moque, chez Aristophane, on se moque d'Euripide pour un oui ou pour un non, et notamment dans les thesmophories. Donc l'idée générale est celle-ci, Euripide sait que les femmes vont organiser les thesmophories, il craint que les femmes ne se moquent de lui, et donc il envoie son beau-père, Mnésилokos, pour espionner les femmes en train de préparer la fête des thesmophories. Mnéssilokos se travestit en femme, bien sûr, pour aller espionner. Bien sûr, il se fait prendre, et donc il y a quantité de scènes amusantes qui découlent de cela. C'est ça, les thesmophories, c'est très amusant, c'est très drôle, et on peut naturellement mettre comment dirais-je, essayer de faire apparaître le comique, même dans une pièce créée à Athènes en 411 avant Jésus-Christ. Proprio concepit cum sos chestianis, ma ti Spagna, ti Coriciti, ti Nechia, ti Grafia, Sveri la Lipsa. E Brindisi? Chi? E sì, da Neira Festinaltisti. C'era se ti sorride calacati. Ma che cagaste, calola calache papa là. Colonizza? No, sta golo smoruege. Colonia. Colonia antica. Adios, Alors, ce que l'on voit bien, ce que l'on entend bien à travers ce petit extrait, c'est une caractéristique intéressante de la comédie. C'est une forme très précise, très contraignante. Pour parler en langage moderne, je dirais, c'est une pièce en vers, avec des rimes, vous voyez, cette structure métrique tout à fait précise, dans le cas de la métrique du grec ancien, bien sûr. Et donc, c'est une forme très contraignante, mais à l'intérieur de cette forme, c'est le domaine de la plus grande fantaisie, de la plus grande liberté. C'est très saisissant de voir ça et d'entendre cela. Il ne s'agit pas d'improvisation. Alors, deuxième exemple, un extrait des Acarniens, donc l'une des premières pièces d'Aristophane. Les Acarniens, donc, qui ont été donnés en 2010 au Festival d'Épidore, donc même technique, hein, l'appareil photo, un petit micro intérieur à l'appareil photo, et cela permet d'entendre. Un Acarnien, c'est un habitant du village d'Acarne, qui se situe à quelques kilomètres au nord de la ville d'Athènes, à l'intérieur de la cité des Athéniens. On est en 425 avant Jésus-Christ, c'est le début de la guerre du Péloponnèse, et l'un des personnages, l'un des habitants d'Acarne, qui s'appelle Dicéopolis, le héros de la pièce, si on veut, estime que vraiment la guerre, ça ne sert à rien. Et c'est complètement inutile, et donc il décide, lui, individu lambda, il décide de conclure une paix privée avec les adversaires. Alors évidemment, une paix privée alors que la cité est en guerre, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais il conclut cette paix privée, bien sûr, il lui arrive quantité de déboires, quantité de péripéties, et la pièce nous raconte ça. Donc c'est intéressant de jeter un œil dans cette représentation du Festival d'Épidore en 2010, qui avait été donnée par, c'est indiqué là, le théâtre populaire de la Grèce du Nord à l'été 2010, avec ici les protagonistes, c'est-à-dire les acteurs qui évoluaient sur le théâtre à Épidore. Και το φιλοθεάμον επιτάφιο Αν καταγγείλει κάρος να με πέσει προσφορά μου.
Sagraticato di Stiano Procedendo, e ci va bene, Voilà, donc on voit dans cette cette petite séquence, on voit quelques traits intéressants. Le souvenir, chez Aristophane, le souvenir des origines de la comédie, c'est-à-dire les chants phalliques qu'évoquait Aristote. Les origines de la comédie, ces chants phalliques qui sont encore aujourd'hui célébrés dans maintes cités, dit Aristote dans son traité poétique. Et naturellement, les metteurs en scène d'aujourd'hui se souviennent eux aussi de cela, et donc on n'hésite pas à brandir le phallos, on n'hésite pas à reconstituer des chants phalliques d'une façon ou d'une autre dans les pièces d'Aristophane. On s'en donne à cœur joie sur ce thème qui n'est pas du tout une sorte de, on pourrait dire, de laisser-aller de la mise en scène contemporaine, qui est au contraire un regard tourné vers les origines mêmes de la comédie, il y a bien plus de 25 siècles. Et puis une autre caractéristique intéressante aussi, c'est que, bien sûr, on rit, c'est une comédie. On rit de quoi? On rit des jeux de scène, on rit de l'argument de la pièce, on rit aussi des allusions politiques que l'on trouve dans la pièce. À l'époque d'Aristophane, des allusions au contexte politique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Au début des guerres du Péloponnèse, c'est assez facile de faire des allusions. Pour les metteurs en scène d'aujourd'hui, évidemment, des allusions au contexte politique d'aujourd'hui, bien sûr, hein, il faut transposer. Et donc tout cela, les spectateurs le comprennent très bien et rient très bien quand ils comprennent le grec, parce que la pièce est donnée en grec ancien dans l'Antiquité, en grec moderne aujourd'hui. Et donc on rit beaucoup. Et si on est étranger et qu'on ne comprend pas le grec, ben on rit quand même. On rit quand même parce que les autres rient, donc voilà, il y a une sorte d'ambiance. Hein. Et puis on rit parce qu'on comprend les jeux de scène, parce qu'on voit bien qu'il y a des allusions politiques, même si on ne les comprend pas forcément. Et donc on voit par là qu'une pièce extraordinairement ancienne, 425 avant Jésus-Christ, eh bien, est encore capable aujourd'hui d'émouvoir et de faire rire les spectateurs. C'est très impressionnant. Alors voilà, donc ce théâtre d'Épidore, ici quelques photos qui montrent le théâtre s'emplissant de la foule venant à la fin de la journée s'installer dans le théâtre pour assister à la représentation. De nos jours, les représentations sont données à la nuit tombée, dans l'Antiquité évidemment, dans la journée, et donc on se prépare à assister à ce spectacle. Le théâtre peut accueillir environ 10 000 personnes aujourd'hui facilement, il en pouvait en accueillir 12 000 dans l'Antiquité. Donc voilà, tout ce que l'on peut dire à Athènes des usages du théâtre, eh bien, vaut bien entendu pour la cité des Athéniens, mais ne s'applique pas du tout au théâtre d'Épidore.